pense souvent que ce qui fait échouer un projet, c'est un problème technique ou un manque de budget, n'est-ce pas? Eh bien, et si le vrai danger était ailleurs, bien plus caché? Aujourd'hui, on va parler de ça, la formation des clans dans les équipes. C'est une menace qui ne vient pas du tout des compétences, mais de quelque chose de bien plus profond, la nature humaine. Cette phrase, elle est assez puissante, non? Un projet peut mourir d'un excès d'appartenance. Ça retourne complètement notre vision des choses, parce que l'appartenance, a priori, c'est positif. Alors comment est-ce qu'un truc aussi fondamental que le besoin de cohésion peut se transformer en poison? C'est justement ce paradoxe qu'on va décortiquer. Voilà, on y est, c'est ça, le cœur du problème. Ce n'est pas une grosse crise qui explose d'un coup, non, c'est bien plus subtil. C'est une sorte de poison lent qui s'infiltre et dégrade tout de l'intérieur, silencieusement. Petit à petit, la mission collective, l'objectif commun, tout ça s'efface. Et à la place, on a des jeux de pouvoir, des petites rivalités, un poison qui agit vraiment dans l'ombre. Alors, pour comprendre comment ce poison se propage, il faut d'abord regarder où il prend racine. Quel est le terreau fertile qui lui permet de se développer? Il faut bien comprendre une chose. À la base, tous ces liens, qu'on vienne de la même région, de la même école, qu'on soit de la même génération, c'est positif. Ça crée de la cohésion, de la solidarité. Le problème, le vrai danger, il arrive quand la loyauté envers son petit groupe devient plus forte que l'engagement pour le projet commun. Et là, c'est le basculement. L'appartenance au clan passe avant la performance collective. D'accord, mais comment on fait pour repérer ce problème? C'est ça qui est compliqué. C'est un mal qui est invisible, qui ne dit jamais son nom. Heureusement, il y a des petits signes, des indices discrets qui, eux, ne trompent pas. Prenez un instant pour regarder cette liste. Des réunions off, des infos qui ne circulent pas pour tout le monde, des décisions déjà prises avant la vraie réunion. On pourrait se dire que pris séparément, ce n'est pas si grave. Une petite blague en interne, une discussion informelle. Mais non, c'est l'accumulation de tout ça qui est le symptôme d'une fracture bien plus profonde. C'est le signal que l'info ne passe plus, que les décisions sont faussées et pire que tout, que la confiance est brisée. Pour que tout ça devienne vraiment concret, on va plonger dans une étude de cas. On va voir l'anatomie d'un projet qui a été divisé de l'intérieur. Prenons l'exemple du projet du barrage de Corogo. Alors imaginez la scène, on a un grand projet, la construction d'un barrage hydro-agricole. Sur le papier, tout est parfait. L'objectif est clair, l'équipe est compétente. Sauf que, sous la surface, il y a une fissure qui est en train de s'agrandir. Et voilà, les deux camps qui se dessinent très vite. D'un côté, on a les anciens du terrain, des chefs d'équipe locaux, super expérimentés, très soudés. De l'autre, les jeunes diplômés, tout frais sortis de l'école, orientés digitalisation, avec une vision de modernisation. On a vraiment deux cultures, deux mondes qui s'opposent. Et ce qui devait être une collaboration devient un champ de bataille silencieux. Et puis il y a l'étincelle qui met le feu aux poudres. Une idée a priori toute simple et bénéfique, mettre en place un nouveau système de suivi digital. Sauf que cette proposition, qui est purement technique, est perçue par le clan des anciens comme une véritable menace. Ils n'y voient pas une amélioration, mais une remise en cause de leur expérience, une perte de contrôle. Et là, c'est le début de la guerre froide. Et là, l'escalade silencieuse s'enclenche. Ça commence doucement. Des retards volontaires pour entrer les données dans le nouveau système. Ensuite, ça passe à l'étape supérieure. Des petites remarques en public sur l'inexpérience des jeunes. Puis, ça devient du sabotage, carrément. On sous-estime les risques du terrain pendant les réunions officielles. Et l'étape finale, c'est l'exclusion. On organise des contre-réunions, on ne se parle plus. À chaque étape, le fossé se creuse un peu plus. Et l'impact sur le projet, il est dévastateur. On le voit bien ici. Des erreurs d'approvisionnement, des retards qui s'accumulent, des achats faits en double. C'est du gaspillage pur et simple. Ce graphique, il montre une chose très claire. Le problème n'était ni technique, ni financier. Il était 100% humain. C'est cette fracture interne qui a fait complètement dérailler le projet. Bon, on a vu les symptômes, on a vu les dégâts. Maintenant, il faut se poser la question la plus importante, pourquoi? Qu'est-ce qui, au fond, pousse des professionnels à se comporter comme ça? Quelles sont les racines du problème? Pourquoi est-ce que ces clans se forment à la base? C'est vraiment la question cruciale. Parce que si on ne comprend pas les causes profondes, les vraies raisons, alors toutes les solutions qu'on pourrait trouver ne seraient que des pansements sur une jambe de bois. La toute première raison, c'est un besoin fondamental, le besoin de sécurité. Un projet, c'est souvent un environnement incertain, avec de la pression. Alors tout naturellement, on a ce réflexe de se regrouper avec celles et ceux qui nous ressemblent. Ça rassure, ça protège. Le clan, en fait, devient une sorte de refuge. La deuxième raison est tout aussi viscérale. C'est la peur de l'exclusion, la peur de se retrouver tout seul. Imaginez une équipe qui commence à se diviser en deux. Rester au milieu, être neutre, ça devient presque impossible. On se sent obligé de choisir un camp, ne serait-ce que pour ne pas être isolé, pris entre deux feux. Et enfin, il y a le facteur qui est souvent décisif, le leadership, ou plutôt son absence.
C'est simple, la nature a horreur du vide. Si le manager, le chef de projet, n'arrive pas à créer une vision forte, une identité commune qui rassemble tout le monde, eh bien, ce sont les petites identités, les clans, qui vont prendre toute la place. C'est presque mécanique. Bon, assez parlé du diagnostic, on a bien compris le problème. Maintenant, la question c'est comment on s'en sort? Comment un leader peut-il faire pour réunifier son équipe et dissoudre ses clans? Alors voilà un plan d'action concret en 5 points pour un leader. D'abord, créer une vraie identité de projet, un récit commun du style « on est l'équipe du barrage X ». Ensuite, très important, mélanger les responsabilités, forcer les gens des différents groupes à bosser ensemble. Troisièmement, formaliser les prises de décision pour éviter les jeux d'influence en coulisses. Quatrièmement, valoriser la complémentarité, montrer publiquement que l'expérience des uns et l'innovation des autres, ça marche ensemble. Et enfin, le plus important peut-être, intervenir tout de suite dès les premiers signes avant que ça ne devienne trop grave. Il faut bien comprendre l'objectif final. Le but, ce n'est surtout pas de supprimer les affinités, les liens culturels ou générationnels, ce serait impossible, et même une mauvaise idée. Non, le vrai but, c'est de prendre toute cette énergie d'appartenance et de la diriger, de la canaliser vers la mission collective, vers le succès du projet. Le leadership, finalement, ce n'est pas de gommer les différences, c'est de les aligner. Parce qu'au fond, c'est une évidence. Un projet qui est mené par une équipe divisée ne pourra jamais aboutir à un résultat cohérent. La vraie force d'un leader, ce n'est pas de créer une équipe de clones, mais de construire une équipe qui est unie dans sa diversité. Une équipe où chaque culture, chaque expérience vient enrichir une mission qui est plus grande que chacun. Architect Training, l'amélioration continue, notre culture.